C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 20e épisode des nouveautés produits. On est le 18 novembre et on va démarrer dans quelques instants. On garde 2 minutes encore pour les retardataires et après on va démarrer. Bonjour à tous, nous allons démarrer ce 20e épisode dans 30 secondes. Ok, c'est parti. Merci de nous avoir rejoints sur ce 20e épisode des nouveautés produits Loop. Bon, les modalités, donc vous avez la partie questions-réponses. N'hésitez pas, comme tous les mois, à poser des questions sur les différents sujets qui vont être abordés pendant cette heure avec vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Cyril qui va nous parler des nouveautés produits, Pierre et Frédéric qui vont nous parler un peu de l'écosystème et Jean-François Morel que je remercie pour sa présence qui nous parlera un peu du digital et collectif et du e-learning qui existe sur les offres Cégide et surtout sur Cégide Loop. Donc voilà, on va avoir plusieurs points. Le premier, c'est les nouveautés produits. Ensuite, on fera un point sur l'écosystème. Je ferai moi-même un focus sur Cégide Flow et Jean-François nous parlera du digital et collectif. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Pierre, moi-même et tous ceux qui sont dans la salle euh, y répondront au fur et à mesure de l'avancement de la présentation. Sans plus attendre, je vais demander à Cyril de nous parler des nouveautés produits. Cyril, est-ce que tu es avec Je nous? suis là. Bonjour à toutes et tous. Salut Cyril. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveautés produits sur les 2 dernières versions qui ont été livrées? Alors, sur la partie bancaire, on a rajouté un contrôle d'unicité du paramétrage de l'IBAN. On avait parfois, on pouvait nous arriver que dans un dossier, on pouvait avoir 2 IBAN similaires. Donc là, il y a un contrôle qui est opéré pour éviter toute problématique. Et c'est restitué également dans l'image de la collecte en cas de détection de ce type de paramétrage. Ensuite, sur la partie gestion du format, lorsqu'on fait un export au format FEC, on a juste modifié un peu la convention de nommage du fichier pour pas qu'il y ait d'ambiguïté avec un fichier FEC au sens légal des choses. Et on a retravaillé un petit peu le contenu sur des champs qui sont dans le fichier exporté. Sur la partie comptabilisation, il y avait une alerte, enfin un seuil en fait lorsque vous étiez en saisie manuelle, hein, pour le coup. Si vous vouliez saisir sur un compte d'immobilisation, le fait de vous proposer l'ouverture de la création d'un fichier MO s'exerçait à partir du moment où le montant était supérieur en saisie à 500 €. On a retiré cette limite parce que potentiellement on a des cas où on peut créer des IMO inférieurs à 500 € et c'était le cas chez certains clients. Donc on a retiré ce seuil, si bien que maintenant là systématiquement
la fiche sera présentée à l'écran lorsque vous êtes en saisie manuelle. Ensuite, on a commencé à travailler sur la partie analytique. Donc là, c'est les premières étapes pour vous livrer un peu plus de fonctionnel sur cette partie. Donc déjà, là, on s'est attaqué aux paramètres des comptes généraux. Aujourd'hui, lorsque vous aviez un compte général qui potentiellement était ventilable sur 2 axes analytiques, il y avait une confusion dans l'affichage sur les sections. Donc là, on a vraiment bien bloqué la situation pour qu'on ne vous présente que les sections relatives à l'axe concerné et pas un mélange des genres. On l'a fait sur le paramétrage des comptes et on l'a fait également sur la partie saisie lorsque vous êtes en mode manuel. Voilà, sur la partie gestion du cabinet, on avait des cabinets selon leur organisation et leur taille qui avaient un besoin de pouvoir activer des applications partenaires plutôt côté administrateur que côté collaborateur. Donc on a permis, on a rendu ce paramétrage possible à ce qu'on appelle les profils 5 sur Loop. Sur la partie fiscalité et révision, on a retravaillé le survol du commentaire. Donc là, on a commencé sur la synthèse des cycles pour que vous ayez bien le contenu lorsque vous êtes sur plusieurs lignes en survol. On a revu un petit peu cette interface. On le fera là prochainement dans la prochaine version pour la partie commentaires sur les lignes des comptes qui sont présents dans les contrôles. On va appliquer exactement le même mode de fonctionnement. Sur la partie déclaration de TVA, il y a un nouvel état qui a été produit qui s'appelle le détail de TVA sur encaissement, qui n'est visible que sous certaines conditions. Il faut que vous soyez en TVA, soit en TVA à l'encaissement, soit en TVA mixte, et que vous ayez activé la TVA sur les traces sur le dossier. Auquel cas, vous aurez cet état qui va venir présenter un peu plus clairement la ventilation des déclarations, enfin des opérations à l'encaissement qui ont été prises en compte. Ensuite, on avait introduit il y a pas mal de temps la notion de dossier modèle dans Loop. Donc vous pouvez déjà le faire pour les programmes de travail, pour les journaux, pour un autre cas aussi dont cela m'échappe, ça va revenir. Là, on l'a complété et maintenant, vous pouvez paramétrer un modèle de plan de compte en plus dans cette typologie de dossier modèle. Sur l'assistant de calcul des intérêts des comptes courants, on avait une limitation sur le fait de pouvoir autoriser le calcul des ICC si toutefois le capital n'était pas libéré. Bon, on nous a demandé de le rendre accessible. Il n'y a pas forcément une génération qui sera faite, mais en tout cas, il y avait un besoin qui était ressorti par rapport à ça. Ensuite, toujours sur la partie TVA, il y avait la notion, on a introduit une nouvelle déclaration dans Loop qui s'appelle la TGAP. Il y a très peu d'entreprises qui sont concernées par cette taxe, mais pour autant, sur la partie de la gestion des acomptes, on récupère tous les éléments d'acompte de la liquidation précédente. Donc on a introduit les automatismes. Le fait de l'avoir fait là, ça va nous permettre potentiellement de le faire et de la même manière lorsque vous ferez des avis de liquidation d'IS, qu'on puisse aller vous chercher les acomptes qui ont été préalablement déclarés. Donc ça, vous le verrez arriver prochainement. Ensuite, toujours sur la partie fiscalité, sur les données complémentaires, les cabinets nous avaient dit que c'était un peu difficile parfois pour eux de comprendre quelle était la valeur à saisir et d'identifier une valeur qui était potentiellement calculée par l'application et une valeur qui ne l'était pas. Donc là, on a mis un petit jeu de couleurs qui va vous permettre de comprendre lorsque vous êtes dans une rubrique de saisie d'une donnée complémentaire fiscale, de savoir si cette rubrique est alimentée par un calcul ou si c'est une rubrique libre en termes de saisie. Et puis ensuite, sur la partie déclaratif, eh ben, on a mis à jour la 1447 par rapport au millésime 2023. Voilà ce que je peux vous dire sur les livrables qui ont été faits ces derniers temps et bien évidemment pas mal de
correctifs, hein, toujours, hein, en relation avec les PRB que vous pouvez avoir côté support. Bon, je ne vous ai pas détaillé toutes les résolutions qu'on a faites, mais vous retrouvez ça bien évidemment dans les fiches produits de l'aide en ligne de Loop pour chacune des versions concernées. Voilà Reda, le petit tour des nouveautés de ce dernier mois. Super, merci Cyril. Je vais en profiter rapidement juste pour montrer deux, trois écrans sur ce que tu viens de citer. Je vais juste prendre mon petit écran rapido ici. Donc, juste pour rappel, les modèles, c'est un point important, assez intéressant pour le mettre en place au sein des cabinets. Dans chaque dossier, on trouve un écran modèle ici. Et ce qui a été enrichi ici, c'est tout au bout, c'est le plan compte général que je peux définir comme étant un modèle que je souhaite utiliser. Du coup, quand je crée mon dossier, je peux faire appel à mon plan comptable général à partir de ce plan comptable-là. C'est le TVA que j'avais oublié, Reda, tu vois. Ah oui, voilà. C'est celui-là que je cherchais, là. Exact. On l'a enrichi, il est sorti. Enfin, ce modèle est sorti, j'ai l'impression qu'il sort assez souvent. On modélise assez souvent des choses. Donc, le premier, c'était le sommaire, ensuite les programmes de travail. On a rajouté les taux de TVA, les journaux. Et là, on a rajouté le plan de compte qui est assez intéressant pour harmoniser, enfin, harmoniser les méthodes de travail du cabinet. Sur un autre écran sur lequel je voulais revenir, c'est le fameux jeu de couleurs sur les données complémentaires avec du bleu, comme vous voyez ici à l'écran, sur les données qui sont saisissables et non calculées. Et ceux qui sont gris ou encore rouges, c'est qu'elles ont été modifiées. Et gris, c'est qu'elles arrivent avec un calcul. Donc, ça, c'était pour vous illustrer un petit peu ce point-là. Et le dernier, c'était au niveau du programme de travail. Si on reprend le programme de travail, c'est au niveau des conclusions qui, des fois, on ne les voit pas sur un petit écran. Je me mets dessus et puis j'ai une visu globale un peu sur la conclusion. C'est bien ça, Cyril? C'est parfait, là. Je suis un peu en mode dégradé aujourd'hui, donc j'ai pas pu faire de démo ni de vous allumer ma caméra, mais c'est exactement ça, Reda. Pas de souci, ça marche. Donc voilà, donc ça c'est les petits points. Il y a une question qui est arrivée pour l'analytique et la modification rapide en monosection. Il y a de gros bugs, la valeur saisie n'est pas toujours prise en compte et il faut revenir avec la souris pour créer une ligne d'affectation analytique. Au final, ça prend plus de temps qu'avant. Est-ce que Cyril, de ton oui, côté, c'est tout à fait. vraiment... Il y a eu le fait d'avoir fait la modif, il y a eu une petite régression sur l'outil, donc on est en train de corriger tout ça. On a d'autres sujets autour de l'analytique qui vont arriver au fil de l'eau là, entre maintenant et le mois de février pour venir enrichir de fonctionnels et surtout vous rendre l'outil plus productif par rapport à ce qu'il est. Donc on a bien vu le sujet en question, on est dessus. Super. Merci Cyril. On va passer à la section d'après, sauf s'il y a d'autres questions, on y reviendra, n'hésitez pas. Je vais inviter Pierre et Frédéric pour nous parler, faire un point écosystème, où on en est et où est-ce qu'on va. Merci Reda. Pardon, excusez-moi, merci Reda. Et oui, c'est vrai qu'on avait fait un point je pense il y a peut-être 2 à 3 sessions, hein, en tout cas avant le congrès. Et c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant le congrès et on se disait qu'en arrivant vers la fin d'année, ce serait une bonne chose de faire un point avec vous sur le développement de l'écosystème de Cegidloop. Hein. Vous savez que c'est un des axes stratégiques de Cegidloop. C'est un produit nativement ouvert. Et Frédéric va vous en parler un peu plus précisément. Ce que je voulais ici, c'est introduire, en fait, donner une photographie à date de l'écosystème. Et Frédéric vous parlera plus précisément des disponibilités de ce qu'on appelle de ces API, ou en tout cas de ces interconnexions. Bon, comme vous le voyez, hein, et c'est toujours nos axes, hein, on a trois
trois grands types d'usages dans ces interconnexions. C'est de connecter Cegidloop avec des outils internes au cabinet, donc par exemple la gestion interne, mais ça peut être également un CRM ou un SIRH. Deuxièmement, avec des outils utilisés par le cabinet pour ses missions. Donc là, on va être principalement sur la partie en haut à droite qui est BI, pilotage analytique, mais pas que. Et puis troisièmement, bien sûr, les solutions utilisées par vos clients, par les TPE, les PME, et parfois d'ailleurs des solutions qui sont utilisées conjointement entre eux et vous. Voilà, donc ça c'est toujours nos trois grands axes de travail. Donc vous voyez la liste s'étoffe, effectivement on aurait pu faire un comparatif par rapport à il y a quelques mois, mais en tout cas on travaille beaucoup là-dessus. Je vais peut-être donner quelques détails sur en fait deux catégories que vous voyez ici qui s'étoffent en particulier. Alors une qui est assez logique dans un sens, c'est dans la galaxie finance, donc plutôt vers la gauche, et notamment le domaine de la précomptabilité et de la facturation. C'est normal, la réforme 2024 arrive bientôt, et donc on travaille avec beaucoup d'éditeurs sur cette interconnexion. Donc tu peux peut-être revenir sur le... Et en particulier, peut-être de nouveaux éditeurs que vous voyez apparaître ici, en particulier sur la partie compta et pré-comptabilité, facturation, par exemple iPadDat, que l'on a rencontré au congrès. Donc une solution assez intéressante de ce point de vue-là, assez large, qui va même, je crois, jusqu'au paiement, notes de frais, etc. Sur la partie facturation, vous voyez des nouveaux noms qui apparaissent, par exemple Azopio, Digitalise, qui est une start-up, et puis également Evolise, donc des solutions de facturation, de gestion que vous connaissez peut-être. Voilà sur la partie pré-compta facturation. La deuxième catégorie sur laquelle on a pas mal de demandes, où on voit beaucoup de mouvements, c'est la partie en haut à droite qui est la restitution. Donc effectivement sur la compta et la facturation, pré-compta, on était sur la collecte. Quand on pense à la chaîne de production comptable, on a Loop Cegidloop a vocation à aspirer tous les flux pour venir nourrir la comptabilité en temps réel. Et puis de l'autre, en bout de chaîne, entre guillemets, il y a la partie restitution, très importante et qui va l'être de plus en plus, avec l'accompagnement, le conseil. Donc là, on retrouve toute la grande galaxie BI analytique. Donc certains éditeurs que vous voyez qui sont déjà connectés pour certains, par exemple Secha. Et d'ailleurs, on a le 1er décembre, un jeudi de l'interopérabilité avec Secha. Et si vous souhaitez y assister, n'hésitez pas à nous solliciter. Normalement, vous recevez l'invitation, mais nous solliciter pour avoir le lien d'inscription. C'est le 1er décembre à 14 h. Mais de nouveaux éditeurs, comme par exemple Bright Analytics, qui est un éditeur belge, je crois, qui est sur la partie conso, reporting, plutôt à destination des DAF et des CFO, mais en tout cas, c'est intéressant pour suivre la performance financière en temps réel. Un petit peu dans la même veine, Finthesis, qui est plutôt dans un angle cette fois de reporting, mais de data vise, et également Wavy, que certains d'entre vous connaissent peut-être, avec qui nous avons engagé les travaux. Voilà, et puis je finirai sur... Bien sûr, sans non plus les mettre de côté, mais les autres catégories, mais où on voit un petit peu moins d'activité, même si on en a bien sûr sur la partie, par exemple, banque avec SoBank et Conto, la partie juridique, donc avec LexisNexis, qui est un de nos partenaires, et d'ailleurs on a avant-hier fait un autre jeudi de l'interopérabilité avec eux, mais également JuryAct, qui est une solution plus récente, mais tout à fait intéressante, et avec laquelle on travaille pour interconnecter donc JuryAct et Cegidloop. Voilà, et puis quelques autres solutions, parfois plus verticalisées, je pense notamment sur la partie commerce avec Lemonsoft, qui est un logiciel pour la gestion de tout l'environnement de la beauté, c'est-à-dire les salons de coiffure, les instituts de beauté, donc avec des logiciels de caisse, de suivi, etc. Donc des choses assez intéressantes, verticalisées. Et là aussi, n'hésitez pas à nous solliciter et à nous recommander des éditeurs ou nous faire des demandes. Et vous voyez que, encore une fois, l'écosystème s'étoffe. L'idée n'est pas de faire une collection de logos, l'idée c'est la pertinence, la valeur pour vous, le cabinet, et d'ailleurs vous êtes au centre de l'écosystème, comme c'est montré ici.
et la valeur pour vous dans votre relation client. Hein. Et c'est véritablement les axes de travail. On ne cherche pas, encore une fois, la collection de logos, on cherche à répondre à vos demandes et à vous permettre d'apporter plus de valeur dans votre relation client. Voilà, donc je vais m'arrêter là. En tout cas, voilà la photo à date. Je vais laisser Frédéric continuer pour cette fois peut-être rentrer un peu plus dans le détail sur le calendrier et sur les différents éditeurs. Merci beaucoup, Pierre. Tu peux passer à la diapo suivante, Reda, s'il te plaît. Avec plaisir. Et d'ailleurs, il y aura des questions justement sur ce que tu vas pouvoir répondre à des questions qui sont posées. Très bien, parfait. Donc un petit point un petit peu plus complet sur ce que vient de vous expliquer Pierre. Donc des rappels, c'est toujours bon de le dire. Hein. Donc Loop, c'est vraiment une solution qui est ouverte. Hein. On met à disposition un ensemble d'API qui sont publics. Et si vous avez des éditeurs, des partenaires avec qui vous voudriez pouvoir récupérer des informations pour alimenter Loop, n'hésitez pas à, comme on a déjà pu le dire, à les solliciter pour qu'ils se rapprochent de nous, pour qu'on puisse les intégrer. Quand on fait ce process, une fois qu'on a pris contact avec le partenaire, on leur met bien évidemment un environnement de test à disposition, ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de pouvoir finir le déploiement et la validation. Et une fois que ce développement est fait, en règle générale, il est piloté chez un ou deux cabinets qui sont partenaires avec ce partenaire, excusez-moi, hein, de cette redite. Et dans tout ce process, on les accompagne de bout en bout, c'est-à-dire de l'inboarding, de l'aide au développement et de la finalisation s'il y a des réglages à faire entre leurs connecteurs et puis les applications Loop. Donc, ici, vous avez un petit graphique où on voit l'existant à ce jour. On s'aperçoit qu'il y a quand même une forte accélération. À ce jour, il y a 5 partenaires qui sont greffés, qui sont disponibles dans le Loop Hub. On s'aperçoit que sur la partie Q1 2023, il va y avoir 12 partenaires complémentaires. Et puis après, vous avez ce qui est prévu par ces partenaires sur le Q2 et sur le Q3. Je rappelle que ces valeurs, hein, ce sont des valeurs qui sont bien sûr fournies, mais à titre indicatif. Pourquoi? Parce que c'est le partenaire qui fait le développement de ce connecteur. Et donc, bien évidemment, nous, on leur demande de se positionner sur une prévision d'atterrissage et de disponibilité de ce connecteur. Mais si pour X raison, ils ont des problématiques ou ils ont des priorités différentes, il est possible que les valeurs qu'on vous donne ici évoluent dans le temps. Tu peux passer à la diapo suivante. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail si ça peut vous intéresser. On ne va peut-être pas tous les faire, hein, mais ce qui est en production à ce jour, il y a la liaison de Vifacture dans Loop. Il y a la partie juridique avec LexisNexis. Nous avons Libéo, Pléo et Rigate. Donc, toutes ces informations-là, vous pouvez les retrouver dans votre Loop Hub si vous voulez mettre en place les connecteurs. Et puis, on a une deuxième partie où là, c'est en cours de finalisation. C'est ce qu'on appelle le bêta test. Le connecteur est en cours de bêta testing avec un cabinet pour être sûr et certain que ça répond correctement aux exigences de Loop pour que les informations soient pertinentes et surtout exploitables. Sur la deuxième partie de l'écran, on retrouve les développements qui sont en cours avec à chaque fois le planning d'atterrissage prévu par le partenaire. On en retrouve, vous voyez ici, un bon nombre. Et puis, pour finir, on a les nouveaux contacts avec des partenaires comme iPadat, dont a parlé Pierre, Evering, et puis N2F pour la note de frais. Comme c'est indiqué ici, hein, je rappelle, ce sont que des valeurs qui sont de déploiement qui sont théoriques et qui sont à disposition des éditeurs. Si vous avez des demandes d'accélération sur certains sujets, n'hésitez pas à les contacter pour que le travail soit fait ou plus priorisé de leur côté. Voilà ce que je pouvais dire. Si on reprend les questions, alors effectivement, je vais faire un petit focus sur Silae, puisqu'il y a beaucoup de questions sur Silae. Vous avez pu voir dans le produit que l'application Silae était nommée avec un menu de paie. Dans le paramétrage, et aussi des informations sur Silae. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Silae est en train de refondre son système d'API. Et pour l'instant, on ne peut plus vous proposer ce service
en attendant que les éléments de Siley nous soient communiqués et de voir comment on fait pour reprendre le développement, puisqu'il va y avoir des modifications de notre part à apporter pour prendre en compte cette nouvelle façon de travailler de Siley. Donc malheureusement, on est dépendant de Siley sur ce sujet. On est en cours et on reviendra le plus rapidement possible avec des informations sur cette question. Est-ce qu'il y avait une autre question au sujet des API, Reda? Il y avait une question sur QuickBooks, mais du coup, c'est écrit que c'est Q1 2023. Voilà, exactement. J'ai dû répondre comme quoi il est opérationnel, mais il est en bêta test, donc, parce que je sais qu'il y a un cabinet qui l'utilise, donc, mais il est en bêta test. Ça confirme ce qu'on disait. Et Alison qui nous parle d'Expensia et qui est sortie de la liste. Et effectivement, elle a eu des personnes d'Expensia qui lui ont confirmé que ça, ils n'avancent pas de leur côté. Tout à fait. Sujet sur comment activer les liens API de Vifact. Tout est, alors comme c'est anonyme, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas tout est documenté et c'est disponible et on peut vous faire, on peut vous envoyer, si vous avez juste le mail, on peut vous envoyer le lien. La documentation se trouverait là juste sur du côté de Bifacture. Hein. Normalement, il n'y a pas de liaison dans Loop. Les informations sur la mise en place de ce connecteur sont uniquement dans de Bifacture. Oui. En fait, l'AKB, enfin, il y a une documentation qui a été faite pour étape par étape pour les clients pour qu'ils puissent s'activer. Il y a un sujet sur Mooncard qui était à une époque dans le giron et qui n'est pas là, qui n'est pas affiché. Est-ce qu'on a arrêté de discuter avec eux ou pas? Alors, Reda, je peux peut-être répondre. Tout à fait. On n'a pas arrêté, mais c'est plutôt eux qui ont en fait plus donné signe de vie. Pourtant, on avait en effet signé un accord de partenariat. On avait démarré l'onboarding avec la présentation des API, etc. Et puis, on n'a plus de nouvelles. Donc voilà, mais on est toujours, bien entendu, on n'a pas de visibilité, mais on est disponible, encore une fois, pour les accompagner. Donc, si jamais vous avez une demande ou un besoin sur un client ou plusieurs clients de votre cabinet, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on reprendra contact avec eux. En tout cas, pour nous, la porte est ouverte et la balle est dans leur camp. Ok, il y a des questions donc sur l'activation des liens API de Vifact. On va vous communiquer les informations. Il y a un point intéressant et ça apporte un peu tout le pourquoi on est ouvert. Quel est l'intérêt de solutions de QuickBooks ou Dext par rapport à Loop, sachant que Loop apporte déjà un nombre important de fonctionnalités? Ils sont Dext mais en fait ils réfléchissent à passer tout Dext sur Loop. J'ai envie de dire oui, c'est à vous en fait de proposer le mieux par rapport à votre client parce que les usages sont faits par vos clients. S'il utilise Dext, il ne veut pas passer autre chose que Dext, ok, il n'y a pas de souci et puis il y aura une communication pour la partie comptabilité. Les fonctionnalités, de toute façon, on va tous les retrouver un peu partout. L'idée, c'est de proposer une aventure sans couture ou une aventure complète dans l'outil. Typique, si j'utilise le robot de Loop, oui, la partie Dext, c'est effectivement sur le fonctionnel, il sera quasi ISO. Mais l'idée, c'est pas de se fermer pour ne faire qu'utiliser ça. Si vous avez une stratégie différente, vous pouvez quand même et vous n'êtes pas bloqué par rapport à l'utilisation de cette stratégie-là. Maintenant, si vous me posez la question, moi, bien sûr, je vais vous dire d'utiliser Loop au lieu de Dext, bien évidemment. Ça coûtera moins cher parce que vous payerez qu'un appli sur deux. Stripe, Shopify, il n'y a pas eu d'avancement. Il n'y a rien dans les tuyaux de notre côté. Donc là, ça veut dire que les partenaires, ces partenaires-là ne nous ont pas contactés pour que les développements puissent commencer ou faire quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des besoins sur ces sujets-là, à les contacter et leur demander de prendre contact avec nous pour qu'on puisse faire le nécessaire pour que ce connecteur soit mis à disposition.
Pour les cabinets ayant souscrit un pack Advanced API, je pense que c'est Pierre, c'est pour toi la question. Est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique qui est proposé pour ce package de Advanced API sur Loop? Alors, la réponse est non, pas spécifiquement. Cependant, typiquement, dans un cas comme ça, nous avons une personne qui s'appelle Manon Entresangles qui peut vous assister sur l'onboarding un petit peu comme si vous étiez un éditeur tiers, entre guillemets. Et donc, elle vous présente les API et puis elle vous guide sur le process d'activation de ces API. Et elle peut également vous aider, pourquoi pas, sur le use case. Donc, nous, on n'a pas de prestations payantes, si c'est pour répondre précisément à votre question. Cependant, si vous avez des questions spécifiques, Manon peut vous aider sur l'onboarding. Alors, il y en a beaucoup qui ont mis une liste de tous d'autres acteurs possibles, Zettel, la caisse de PayPal, je ne connais pas, Olivier, WooCommerce, Zoho, Shine, Celsi, Zapier, et on peut en citer bien d'autres, hein. L'idée, c'est plutôt si vous estimez que c'est important pour vous et que votre client ou vous-même, vous avez une possibilité de nous les faire rencontrer ou pousser les éditeurs à utiliser nos API publiques pour intégrer de la donnée. Comme l'a dit Pierre, on est capable de prendre contact avec l'éditeur et de mettre quelqu'un à disposition pour pouvoir avancer sur le connecteur. Et je rajouterais, Reda, que c'est important puisque, comme j'ai pu vous le présenter, il y a une partie de bêta test où obligatoirement le partenaire doit avoir un cabinet Loop pour être capable de tester son connecteur. Donc, n'hésitez pas à relancer ou à nous mettre en contact avec ce partenaire, ce qui fait qu'on aura un nouveau partenaire à onboarder et puis typiquement un cabinet qui pourra faire le bêta testing de ce connecteur. Oui, et je rajouterai d'ailleurs deux précisions. Alors, concernant celle-ci, et je vois c'est Anonyme qui posait la question, on les a rencontrés au congrès et effectivement, si vous pouvez, si vous êtes d'accord, mais mettre dans la réponse privée le nom de votre cabinet, comme ça me permettra de revenir vers celle-ci en leur disant que nous avons une demande d'un cabinet, encore une fois, si vous êtes d'accord, bien sûr, et parce que dans le process, effectivement, le partenaire développe les API avec notre accompagnement, mais effectivement, on cherche ensuite un ou plusieurs clients pour du bêta test, c'est-à-dire pour tester l'interconnexion. Et une fois que le bêta test est probant, à ce moment-là, on dit que l'interconnexion est opérationnelle. Donc voilà, pour celle-ci, n'hésitez pas, et encore une fois, si vous le souhaitez, ça pourra certainement nous aider à les convaincre plus avant. Et deuxièmement, il y avait une question de M. Benchemoun sur Zindoc. Alors, c'est intéressant, Zindoc, on a travaillé avec eux sur une interconnexion pour, je crois, une de nos solutions historiques, c'est JDexpert, si je ne m'abuse, et également Conciliator. Donc, on a la relation avec eux, et peut-être, monsieur, si effectivement vous pouvez mentionner le nom de votre cabinet, ou peut-être Reda, tu le connais, mais ça oui, permettra je le connais. Ah, bah très bien. Donc, comme ça, je vais contacter Zindoc pour leur faire la demande cette fois sur CJDLoop. Parfait. Ok, je vois pas d'autres. Pierre, sur RCA, il y a une question sur RCA. Est-ce que ça sera tous les modules ou uniquement certains? Parce qu'effectivement, RCA, c'est un nom. Oui, bien sûr. Alors, on est confiant que d'ici la fin de l'année, l'interconnexion sera opérationnelle sur la partie SEG, donc la gamme conseil, et principalement le bilan imagé, peut-être également leur prévisionnel, en tout cas sur la partie SEG. On est en contact avec eux sur la partie MEG, cette fois mon expert en gestion, mais là, RCA a préféré plutôt prendre le sujet sur Q1 2023. D'ailleurs, je ne sais plus à quelle date. Oui, tu m'as même dit Q2 2023. Donc, effectivement, ils préfèrent aller par étapes, c'est-à-dire commencer par la partie SEG qui est quasiment prête et ensuite passer à la partie MEG. Donc, c'est bien prévu. Mais là, effectivement,
on est entre guillemets dépendant de leur planning, c'est ce qu'ils nous ont indiqué. Et d'ailleurs, à ce titre, pour la partie SEG, pour également illustrer cet engagement que nous avons envers le développement de cet écosystème, c'est que RCA, pour la partie SEG, demandait spécifiquement de pouvoir récupérer des balances. Et je crois, Frédéric, qu'on a fait ce développement pour permettre cette interconnexion. Alors, pour RCA, mais qui pourra servir, bien entendu, à bien d'autres. Hein. Tout à fait. Il y a un ensemble d'API qui sont mis à disposition pour récupérer les balances. Et les éditeurs sont au courant, donc après, ils n'ont plus qu'à les consommer pour pouvoir les intégrer dans leurs produits. Voilà. Bon, apparemment, toutes les demandes qui ont été faites sont des demandes de Sacha. Donc Sacha, on prend, je pense que ta liste en plus est connue. Donc on prend ta liste et puis on te répondra par rapport à. Et si toi de ton côté tu peux pousser, si tu peux pousser Zapier à venir se connecter avec Loop, ce serait top. Mais bon. Ok, je vois pas d'autres questions. Est-ce qu'il est prévu, suite à finalisation de l'API avec RCA, de développer une API avec Projet-BAT? RCA détenant des parts de Projet-BAT. Mais Projet-BAT, c'est un autre outil spécifique au BTP, je suppose. Et dans ce cas-là, s'il est capable de consommer des API, n'hésitez pas à nous les envoyer pour qu'on puisse les mettre en contact avec nos équipes. Ok, parfait. On va passer à la session d'après où je vais vous présenter un peu quelques nouveautés sur Flow. Alors, les utilisateurs ont dû peut-être les voir. On a été assez discret sur les livraisons de Flow, mais je voulais et je tenais à vous faire un petit point, un petit piqûre de rappel sur ce qui se passe, sur quelques fonctionnalités qu'on a livrées sur Flow. D'abord, c'est le paramétrage des notifications hebdo. On va le voir ensemble. Le module de paiement, comment y aller jusqu'au bout. Les justificatifs qui sont en attente, qui sont listés en attente et sur lesquels le collaborateur, votre client, le client final peut rajouter des justificatifs rapidement sur des flux qui sont en attente de justificatifs. Les mails de relance qui a été un peu plus amélioré. Au début, on ouvrait juste un mail et là, on va un peu plus loin. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Flow. Donc, la première chose, c'est, on avait dit, le paramétrage des alertes et des notifications. Les alertes et notifications, ce qui a été rajouté sur les alertes et notifications, donc le rapport hebdo, quand je l'active une fois par semaine, je pense le vendredi, ça me tient au courant de ce que j'ai de ce que je dois et ce qu'on me doit et ce que je dois. Les alertes sur les réconciliations, donc dès que c'est pas réconcilié, dès que le contact avec la banque dû à un changement d'identifiant, etc., il y a une alerte qui se fait. Et puis, on a tout ce qui est ici, les paiements reçus sur ce que je dois, ce que je dois payer, etc. Et je peux mettre un seuil. Je ne souhaite pas être alerté effectivement sur des montants à 1, 2, 3 euros, mais sur du même temps à minimum 100 euros ou à minimum 50 euros. Donc j'ai ces paramétrages que je peux effectivement mettre sur le paiement reçu, sur ce que je dois et ce qu'on me doit. Donc ça, c'est assez intéressant pour pouvoir ne pas être tout le temps dérangé par des notifications sur un grand nombre de montants. Également, sur toujours Flow, on a la partie aussi assez intéressante sur quand je vais sur mes soldes bancaires, vous avez en gris ici, il y a 31 opérations à rapprocher cette semaine, à faire tant que c'est frais. Je clique dessus et en fait, je pars pour une justification massive des opérations qui restent à justifier. Je pars dedans. J'ai ici orange, j'ajoute un justificatif, soit je prends en photo parce que c'est devant moi, soit je choisis parmi les photos, soit je fais parcourir parce que c'est dans mes fichiers, etc., etc. Et là, je passe l'intégralité de toutes les pièces. Donc, ça me filtre sur toutes les, non pas les pièces, mais toutes les opérations bancaires dont je n'ai pas la justification. Lorsque j'ajoute un justificatif, derrière, ça part dans le robot, c'est qualifié.
c'est qualifié sur son compte de charge, etc. Et potentiellement, ça peut être lettré automatiquement. Autre chose que je peux avoir aussi qui est nouveau depuis la dernière présentation de Flow, c'est vous devez, quand je rentre sur vous devez, je vais avoir ici le bouton payer qui est apparu là maintenant, ça fait 1 ou 2 mois. Je peux payer, je sélectionne le compte bancaire sur lequel je souhaite payer, quelle est ma banque, je la sélectionne, et si le fournisseur est correctement renseigné côté loop, je vais avoir les informations, l'IBAN du fournisseur. Ensuite, je vais jusqu'au bout du paiement puisqu'on m'ouvre un écran bridge avec la validation du paiement que je souhaite. Donc ça c'est assez intéressant. Là, vous avez un point gris également qui est nouveau et qui me permet de faire la même chose aussi. J'ai mes opérations à justifier, hein, cette fois-ci encore, filtrer sur ce que je dois. La même chose sur ce qu'on me doit. Des paiements nouveaux à réconcilier également, je peux faire la même chose. Si je reviens sur une dernière nouveauté aussi, c'est lorsque je souhaite relancer, par exemple, ce client-là. Quand je clique sur relancer, ça me permet tout simplement d'avoir la facture qui est attachée. Et si j'ai mon fournisseur qui est bien renseigné au niveau plan de compte fournisseur, j'ai son email qui s'affiche automatiquement ici. J'avais pris tout à l'heure un autre client et du coup j'ai eu directement le mail qui s'est renseigné automatiquement. C'est bien la relance client, hein, Reda. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est la pas relance fournisseur. Hein. Oui, c'est la relance client, pardon. C'est sur le plan client, pardon, excuse-moi. Ah, Oui, parce que j'étais dans. Oui, c'est la relance. T'étais parti dans les achats. Là, exactement. Sur la relance client, bien évidemment, sur le plan comptable, sur le plan de compte du client. Également, il y a l'outil aussi exclure du prévisionnel qui va être livré à peu près en juillet. C'est par rapport à ce que je veux voir et ce que je ne peux pas voir sur mon prévisionnel. Pour si je gère un peu ma compta par rapport à ce que je vais avoir. Solde prévisionnel au 31/12, si je veux les exclure parce que c'est un fournisseur que je veux pas payer, ou j'ai un litige avec lui, ou c'est un client qui potentiellement passera en douteux, ou que je veux pas, ou dont je suis sûr où il est insolvable, donc je l'enlève de mon prévis. Donc voilà, donc ça c'était un petit point de rappel sur Cegid-Flow, je pense important, pour que vous puissiez aussi l'expliquer à vos clients et expliquer aussi les nouveautés qu'il y a. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et derrière aussi, on travaille de manière très forte sur l'intégration aussi des flux qui sont autres que la DSP2. Et dès que ça sera opérationnel, on est sur des tests de montée en charge parce qu'on est sur beaucoup plus de flux que ceux qui arrivent de la DSP2. Donc, ça sera quelque chose qu'on vous montrera dès que ça sera dispo, et on communiquera dessus dès que ça sera disponible. Voilà pour ma part sur... Ouais, je vais me permettre de répondre à une question. Excuse-moi, je t'ai coupé un peu l'herbe sous le pied, mais c'était pour être sûr et certain de pouvoir répondre à une question qui avait été posée. Certaines personnes utilisent déjà Flow et on nous remonte qu'il y a des problématiques d'inboarding avec la DSP2 et que le problème vient de Bridge. Alors, il y a plusieurs choses dans cette question, donc j'essayer d'y répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bridge, de temps en temps, on va dire, suspendent le connecteur qu'ils ont avec la banque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont identifié qu'il y avait un nombre d'erreurs qui remontaient. Donc, au lieu de remonter des informations qui sont incohérentes, ils décident tout simplement de mettre en suspens le connecteur et contacter la banque associée pour résoudre les problématiques. Et une fois que ces problématiques
sont résolus, il réouvre le connecteur. Donc, il est possible que quand vous essayez de faire l'inboarding, l'utilisation de la gestion avec la DSP2, que vous tombiez dans ces fenêtres-là. On est en train de travailler, je suis en train de travailler directement avec Bridge pour essayer de pouvoir remonter ces informations d'indisponibilité des connecteurs directement dans l'application Flow et directement dans l'application Loop à terme. Donc, ce n'est pas pour tout de suite parce qu'il faut que Bridge fasse le nécessaire. La demande est en cours pour justement que vous soyez au courant des problèmes de mise en suspens du connecteur et donc de la remontée. Je vais aussi profiter pour dire que ce n'est pas parce que le connecteur est suspendu que vous perdez des écritures. Les écritures sont toujours, enfin les écritures, les informations de banque sont toujours disponibles et dès l'instant où ils réactiveront le connecteur, c'est-à-dire après une journée, peut-être 1 heure, peut-être 2 jours, peut-être 3 jours, peut-être un petit peu plus, les informations de la banque remonteront correctement dans vos dossiers. Donc, ces sujets-là, on va faire en sorte qu'ils soient disponibles dans les applications pour que vous soyez au courant que le connecteur est indispo et donc que vous ne voyez pas remonter les informations dans vos dossiers. Voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet avec Bridge. On est aussi en train d'améliorer les process d'inboarding des clients qui veulent mettre en place la DSP2. Donc, il y a des améliorations qui vont arriver prochainement pour fluidifier tout ce process. Notamment, effectivement, Frédéric, c'est toute la partie où le client reçoit toujours que ça va coûter 14,99 € alors qu'il n'utilise que la partie validation DSP2. Oui, des changements sont prévus, ça nous a été remonté pour l'usage des clients et ça va changer effectivement. La justification des achats, est-ce que ça fonctionne, mais pas pour les CB différés. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet effectivement sur les CB différés. Pour le moment, on n'a pas prévu de travailler dessus. Je ne sais pas de ton côté si. On a une session de réflexion pour l'instant pour l'interconnexion. Ce qui est bien avec les applications DSP2, c'est que ces cartes, ces relevés de compte à débit différé sont disponibles. Donc là, ce qu'on est en train de regarder, c'est comment est-ce qu'on peut gérer l'intégration dans le produit, en fait, parce que récupérer l'information, on n'a pas de difficulté particulière. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait, comment on vous la présente, où est-ce qu'atterrissent les écritures, si elles transitent par des 511, quels sont les outils qu'on vous met à disposition pour vous permettre un rapprochement. Donc ça, c'est des sujets qui sont sur l'année prochaine. Mais en tout cas, oui, c'est bien prévu. Par contre, ce n'est pas à court terme. Je ne veux pas vous faire rêver tout de suite. Mais en tout cas, on l'a bien dans le périmètre et ça fait partie des avantages de la DSP2, c'est qu'on a accès en temps réel à ces informations, donc on compte bien les exploiter. Et il y a eu 2 questions. Oui, est-ce que c'est possible d'avoir la même chose hors application mobile? Ça a été une sorte de piste de réflexion à un moment donné qui était sortie en mode flow dans une des versions desktop. C'est pas à l'ordre du jour. Pour le moment, il y a rien de prévu sur ça. Ça a été évoqué, mais ça n'a pas été retenu pour le moment. Ok, voilà. Après, si on peut parler de choses techniques, si vraiment il y a un besoin, Microsoft, Windows 11 permet d'embarquer des applications Android directement dans Windows 11. Donc, ça ne répond pas exactement à la question, mais si c'est en termes d'utilisabilité, ça peut être typiquement quelque chose. Mais là, c'est avec Microsoft et il faut regarder comment ça fonctionne pour importer une application Android sur un Windows 11, quoi. Il y a les questions qui arrivent. Merci Frédéric. Il y a d'autres questions qui arrivent. Puis-je utiliser CGIT-Flow pour une comptabilité de trésor? Car si je comprends bien, la pièce jointe part dans le robot et est traitée comme un achat. Oui, c'est juste que en fait, ça ne fera pas compta de trésor. Il y aura toujours, ça sera pas le relevé, ça sera pas justifié dans le relevé. La pièce jointe qui part dans le robot est traduite en écriture comptable et le lettrage est fait avec la partie flux de l'autre côté. Donc, c'est pas de la compta de trésor.
C'est de la compta normale, mais c'est aussi rapide qu'une compta de trésor si on le pousse à l'extrême et avec l'accélération des flux. J'ai entendu dire qu'il n'est pas possible de connecter plusieurs banques dans Flow pour récupérer les mouvements bancaires. À date, oui, c'est une amélioration qui est prévue, mais effectivement, à date, on est toujours sur un monocompte bancaire. Frédéric, tu m'arrêtes si j'ai faux. Oui, alors je n'ai pas forcément le détail, parce que c'est Laurent Vanet qui s'occupe du sujet, mais il me semble que c'est en cours de développement, Cyril, je crois bien. Hein. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a la possibilité de pouvoir choisir quel est l'IBAN associé. C'est en cours de dev, mais après c'est pareil, c'est pas encore recetté, donc le temps qu'on recette, qu'on livre, bon, il va falloir attendre un petit peu, mais en tout cas c'est bien dans le périmètre. Hein. On a bien prévu d'étendre le nombre de comptes associés à l'entreprise. Ça répond un peu à la question des évolutions qui sont prévues sur l'application. Ah non, ça c'est une autre question. C'est des évolutions sont-elles prévues sur l'application Loop, donc l'ancienne application Loop? Non, il n'y a pas d'évolution prévue sur l'application Loop telle que vous la connaissiez avant la création de Flow. Elle restera telle quelle, mais il n'y aura pas d'évolution sur cette application Loop. Et dans CJ de Flow, il manque les éléments de type déclaratif. Ce n'est pas le lieu Enfin, on n'a pas pris ce choix-là pour CJ de Flow puisque on l'a plutôt axé sur la trésor de la TPE, ce qu'il doit, sa gestion de la trésor pure et de ses factures achats, factures fournisseurs. Tout ce qui est légal, tout ce qui est déclaratif, tout ce qui est consultation de sa TVA juridique plaquette, il peut la retrouver via Teams si vous lui avez ouvert un accès via Teams ou via SharePoint, si il télécharge l'appli SharePoint et il a son accès SharePoint avec ses éléments PDF qui lui sont à disposition. Voilà. Je vois pas d'autres questions. J'invite Jean-François qui va prendre la suite pour nous parler du digital et collectif chez Cegid. Alors Jean-François, tu es avec nous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Et la parole est à toi. Vous m'entendez? Très bien. Super. Bon, bonjour, je partage mon écran. Alors, je vais vous parler du digital et collectif et donc de formation sur Cegid Loop. Alors, dites-moi si tout est... Voilà. Est-ce que c'est... Vous voyez bien? Pour le moment, c'est toujours mon écran, mais... Ah. Alors... Voilà, c'est tout bon. C'est bon? C'est tout bon. C'est parfait. Alors, je vais vous parler de la formation, ce qu'on a mis en place au niveau du digital, donc ce qu'on appelle le e-learning, et tout ce qui est formation collective qui se réalise à distance. Juste en préambule, très rapidement, sachez que Cegid Learning, c'est le centre de formation chez Cegid, et donc il y a une équipe dédiée, donc des formateurs spécialisés sur la conception de formation, notamment donc digital et à distance. Alors pas que sur Loop, mais bien entendu aussi dédié à Loop. Et on met ici au service de votre efficacité opérationnelle, puisque vous le verrez juste après directement par rapport au parcours de formation sur Loop, ce qu'on essaye de faire, tout ce qu'on construit, c'est d'être dans ce que moi j'appelle le mimétisme opérationnel. Lorsque vous allez venir en formation, ce que vous allez aborder, l'objectif c'est que ce soit exactement ce que vous devez réaliser sur votre poste de travail. Donc vous l'avez compris, c'est un objectif de passer par le métier et non pas d'aborder la fonction pour la fonction. Alors pour cela, cette formation, très rapidement, bien entendu, ces parcours de formation sur Cegid Loop peuvent vous permettre de former l'ensemble des personnes du cabinet. J'intègre une nouvelle personne, elle pourra être formée. Et puis, vous souhaitez vous perfectionner d'une manière générale sur Cegid Loop ou sur une thématique précise, on aborde ces besoins au travers des différentes modalités que vous voyez à l'écran. Donc, je l'ai déjà dit, à distance, en e-learning. Et puis, vous avez aussi des formations qui peuvent se réaliser en présentiel. Mais là, on est plus sur la partie intra, sur un autre sujet.
Alors, au niveau des parcours, on a 2 grands parcours de formation, 2 grandes thématiques sur CJLoops, qu'on a appelé les fondamentaux. C'est un parcours de formation qui fait un tout petit peu plus de 7 heures, et puis un parcours de perfectionnement. Je vais rentrer un peu plus en détail après sur le sujet. Donc, ces parcours que l'on déploie, qui sont déployés aujourd'hui en mode e-learning ou à distance, sont à la fois avec un formateur à distance ou en e-learning, et vous verrez, vous permettent d'avoir accès à la fois à de l'ingénierie pédagogique qui est totalement différente par rapport aux gros supports de cours qui font 100 pages, 200 pages, 300 pages, qui sont difficilement assimilables. Et puis aussi, ça permet d'être dans une communauté. Ça veut dire que vous gardez un lien avec le formateur après la formation, ce qui permet, durant 1 an, de continuer à interchanger avec le formateur par rapport à votre formation et au programme abordé. Donc c'est important puisqu'on garde le lien. Et alors, on n'a pas une réponse immédiate, mais en tout cas, on est dans un forum de communauté qui permet de répondre et de partager par rapport à vos questions. Donc, ici, vous avez nos 3 modes. Donc les 2 premiers modes, celui de gauche, celui du milieu, les parcours collectifs, les parcours privatifs, sont animés par un formateur. Donc ce sont des sessions qui se déroulent à distance. Alors quelle est la différence? Les parcours collectifs, eh bien nous avons, alors je vais vous montrer à la fin, vous verrez, il y a un site, on a un site, ce qu'on appelle CJIT Store, qui vous permet de visualiser le détail des plans de formation, les dates de formation, enfin les tarifs, vous avez tout dedans, je vous le montre juste à la fin, très rapidement, vous avez accès de votre poste. Donc les parcours collectifs, eh bien, ce sont des sessions inter-entreprises. On planifie des dates sur un semestre complet. Et si vous souhaitez vous former ou former une personne qui vient d'arriver dans l'entreprise, une personne de temps en temps, eh bien, vous pouvez l'inscrire à ces sessions. Donc là, ça veut dire que vous allez être formé avec d'autres personnes, d'autres cabinets, puisqu'on est sur de l'inter-entreprise. Le parcours privatif, c'est exactement le même contenu. Donc ce qui est important, c'est qu'on est sur la même pédagogie. Ce n'est pas parce que vous êtes formé en collectif ou en privatif que le contenu est différent. C'est exactement le même contenu. La seule différence, c'est que la session, elle est privatisée pour votre entreprise. Donc là, entre 1 et 10 personnes, c'est dédié pour votre entreprise. Donc très rapidement ici, si je fais un petit zoom, les fondamentaux, par exemple, de CJLoops, vous remarquez que c'est décomposé dans les parcours inter-entreprises ou privatifs. Ce sont des web formations qui durent maximum 2 heures. Alors, on y tient, pas plus de 2 heures, parce que au-delà de 2 heures, on commence à saturer, à décrocher. Et l'intérêt, c'est que les sessions sont planifiées en laissant 1 ou 2 journées entre chaque session. Donc, l'intérêt, c'est que ça vous permet de manipuler entre chaque web formation et de revenir avec des questions. Donc vous avez les éléments qui sont ici. Ce qui est important, c'est que dans ces dispositifs, vous avez accès ensuite au replay de la formation, au e-learning de la formation durant 1 an. Donc avec le formateur et durant 1 an, vous pouvez revoir en replay, en e-learning, tout ce qui a été abordé à l'intérieur de la formation. Autre petit point de précision, avant de passer sur la partie 100% e-learning, sur le parcours privatif, on a rajouté une partie supplémentaire qui nous paraissait extrêmement importante. Comme c'est privatisé pour votre cabinet, vous serez 3, 4, 5, jusqu'à 10 personnes, on a une web formation complémentaire qu'on vous recommande de planifier, qui en fait partie, mais on choisit les dates à votre convenance, qu'on vous recommande de planifier 1 à 2 mois après la fin du parcours de formation. Pourquoi? L'objectif, c'est de retrouver votre formateur au bout de 1 mois. Alors après, c'est encore une fois à votre convenance, de façon à ce que vous puissiez pratiquer, manipuler l'entreprise et revenir au bout d'1 mois, 2 mois avec plein de questions et de dire oui, mais là j'étais formé, mais j'arrive pas à faire ceci, j'arrive pas à faire cela, ou j'ai telle question. Enfin bref, il n'y a pas de contenu, mais c'est avec votre formateur, vous construisez le contenu par rapport à votre retour d'expérience. En fait, c'est garder le lien, toujours garder le lien, au-delà du forum, encore une fois, qui reste actif pendant 1 an avec votre formateur. Et enfin, la dernière modalité ici que l'on déploie,
c'est du 100% e-learning. Donc là, il n'y a pas de formateur. Vous achetez le parcours avec du 100% digital, soit pour l'ensemble du cabinet, pour l'ensemble de vous-même, de vos collègues, hein, de votre cabinet, ou pour une ou plusieurs personnes. Et c'est la même pédagogie, encore une fois. Donc là, le contenu est le même, sauf qu'on est sur du digital. Et vous le voyez ici, vous avez en haut à gauche, on est vraiment dans le mimétisme opérationnel, c'est que la formation, elle est déployée au travers d'un cas pratique du cabinet par rapport au démarrage de Cegidloop et au travers de la gestion de clients, de la comptabilité de clients. Et vous avez à droite ici le sommaire du parcours qui fait 7 heures, un peu plus de 7 heures, 7h38 exactement je crois, et qui contient toutes les parties abordées en 100% e-learning. Donc là, vous avancez à votre rythme, c'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 1 an. Toujours une notion de forum. À tout moment, vous pouvez interagir avec un expert chez nous, enfin poser votre question, et il vous répond sous une journée maximum. Hein. En général, c'est une demi-journée. Et vous avez les thématiques que vous pouvez aborder ici. Alors, il y a des quiz, des synthèses, etc., etc. Je passe assez vite là-dessus. Donc là, c'est les dispositifs qu'on a mis en place sur Cegidloop, les fondamentaux, le perfectionnement, et on est en train de travailler sur des thématiques, de façon à vous proposer aussi à la carte de pouvoir vous former au travers du digital, du e-learning, sur des thématiques particulières. Alors, on travaille beaucoup ensemble avec Reda, Cyril, enfin les équipes, hein, et de façon aussi au niveau du Customer Care, de façon à analyser quels sont vos besoins de thématiques et ceux que vous nous remontez, et on va les créer. Ce qu'on a prévu en 2023, c'est de créer des thématiques supplémentaires. Alors, maintenant, si vous voulez vous poser tranquillement et regarder le contenu, ce que l'on propose, les éléments, eh bien, vous avez le site, notre site internet, Cegid Store. Alors, je vais vous le montrer en démonstration. Donc, Cegid Store. Alors, je vais prendre ici. Hop là. Vous voyez bien le basculement? Vous êtes bien sur... Oui. OK, merci. Donc, vous tapez sur votre moteur de recherche, hein, sur Google ou un autre, vous tapez cegidstore.com. Vous arrivez ici sur cette interface. Je vais directement sur Profession comptable. Alors, bien entendu, il n'y a pas que Loop, il y a Quadra, il y a plein d'autres produits. Je vais sur Formation. Ici, sur Formation, je vais choisir Cegidloop, bien entendu. Est-ce que je veux des fondamentaux, de l'avancée? Donc, si je prends les fondamentaux, eh bien, je retrouve ici le contenu. Donc, si je prends la partie digitale, vous avez le descriptif, d'accord, qui vous décrit exactement ce qui va être abordé. Le tarif qui est indiqué, c'est pour un user. Nous avons une grille tarifaire, par exemple, si vous avez... pour 5 personnes, donc il y a 30% de remise à partir de deuxième personne, ça va jusqu'à 55% de remise s'il y a plus de 100 personnes sur l'e-learning. Donc on a une grille tarifaire adaptée par rapport lorsqu'il y a plus d'un collaborateur, enfin, ou vous-même, plus d'une personne à former sur la solution. Donc vous avez les éléments ici. Ici, vous avez le plan de formation, consultez le plan de cours. Donc ici, vous avez le détail, vous pouvez le télécharger si vous voulez vous poser tranquillement dessus. Hein. Vous avez cette possibilité, et vous pouvez donc ici commander, bien entendu, les éléments ici. Si je regarde sur la partie collectif, vous souhaitez vous former avec un formateur, avec un consultant, eh bien, on est sur le même principe. Vous avez tout le détail qui est là, vous avez le plan de formation qui est ici aussi, et quand vous faites commander, eh bien, vous pouvez, donc là, on vous recommande de choisir vos dates avec de l'intervalle. Vous allez vous-même choisir ici les dates de la première web formation sur telle thématique, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, etc. etc. Hein, je vous invite à... Vous avez tout ici, toutes les informations tranquillement que vous pouvez regarder sur ces parcours. Voilà très synthétiquement ce qui existe aujourd'hui en offre de formation sur la partie Loop. Super, merci Jean-François. Il y a une question, est-ce que ces formations sont-elles finançables par les OPCO?
Alors oui, tout à fait. Alors oui, merci de la question, puisque nous sommes certifiés Calliope. On a obtenu la certification Calliope, comme vous le savez, hein, qui depuis le 1er janvier est nécessaire, est obligatoire pour les remboursements au bout des OPCO. Donc ça fait un peu plus d'1 an. Donc toutes ces formations sont remboursables par les OPCO, y compris sur la partie digitale. Là, c'est à vous de vous renseigner auprès de votre OPCO de façon par rapport à votre budget, par rapport aux éléments, mais c'est finançable, c'est remboursable par les OPCO, tout à fait. Super, merci Jean-François. Donc, Merci à vous. merci. L'idée ici, c'est vraiment, la période fiscale va démarrer. J'espère pour vous que vous avez assez recruté de monde parce que c'est la grosse pénurie du moment. Donc voilà, donc l'idée, c'est que vous puissiez aussi savoir que ça existe, que vous pouvez les commander, que vous êtes autonome pour les commander, soit en format hyper digital, soit avec un consultant. N'hésitez pas, ça vous fera une préparation. Et bien sûr, il y a toujours aussi les moments avec Victor et Franck une fois par mois pour des piqûres de rappel sur des points très particuliers. Mais voilà, ça concerne les collaborateurs qui sont déjà là. Voilà pour cette session du mois. On arrive au bout de cette présentation, de ce webinaire. Je remercie Cyril, Pierre, Frédéric et Jean-François de m'avoir accompagné sur cette session-là. Merci à tous pour vos questions, pour l'interactivité. On a quelques réponses pour revenir vers vous. En tout cas, Mickaël, merci pour une grande conclusion sur ce qui va pas. Et en tout cas, juste n'hésite pas à me donner ton mail pour que je puisse te répondre de manière un peu plus exhaustive. Et pour les autres, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter par tous les moyens que vous connaissez, support, mail, vos CSM également. En tout cas, on est dispo pour vous répondre. Merci pour votre écoute. Au mois prochain avec d'autres nouveautés. Et d'ici là, je vous dis de vous porter bien. À bientôt. Un grand merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.